Bonjour. Alors, j'ai voulu faire une deuxième partie par rapport à la vidéo que j'avais faite sur l'Arbi Ben Mehdi parce que j'étais pas pleinement satisfaite. Je trouvais que c'était important aussi de parler de lui, uniquement en disant qui c'était, même si un hommage important a été rendu lors de cette reconnaissance par le président Macron. Et donner quelques informations quand même que, comme d'habitude, j'ai pu glaner ici et là et qui donnaient encore des éclairages pour vous expliquer toujours mon point de vue, euh, que peut-être certains vont pas toujours comprendre, parce que comme je vous ai dit, on aime avoir des vérités absolues et les nuances, on les voit pas toujours. Alors c'est important, les nuances, et puis c'est important de savoir quelle direction est la plus rentable et la plus intéressante et la plus, encore une fois, je vais répéter le mot constructif. Donc, lire la fiche Wikipédia de l'Arbi Ben Mehdi, qui était un homme exceptionnel, de courage et d'intelligence. Quand on voit son parcours, on peut être que impressionné. Alors, il s'appelait Mohamed l'Arbi Ben Mehdi. Il était né en 1923 à Ain Lila, dans le département de Constantine, et est mort assassiné en 1957 à Alger. C'était un militant nationaliste algérien, membre du PPA, puis du MTLD, l'un des fondateurs du FLN en 1954, puis combattant pendant la guerre d'Algérie de 1954 à 1962. Évidemment, lui, il est mort avant. Arrêté en février 1957, il est exécuté sans jugement par l'armée française durant la bataille d'Alger. La responsabilité des militaires français, dont son assassinat est reconnu officiellement le 1er novembre 1924 par le président Macron. Donc en lien avec ma précédente vidéo. Il est considéré comme un héros de la guerre d'Algérie et son nom a été attribué à plusieurs lieux et édifices institutionnels. Enfance et formation, alors cadet d'une famille rurale aisée de 3 filles et de 2 garçons, il naît dans le village d'El Kouahi, à Ain Mlila, à 40 km du sud de Constantine, région où les Ben Mehdi formaient un grand H. Donc c'est un berbère des Aurès, qu'on appelle Chaoui. Après une année à l'école primaire française, il part pour Betna, qui est donc justement la capitale des Aurès, où il obtient son certificat d'études primaires, puis commence des études secondaires à Biskra. En 1939, il s'engage dans les rangs des scouts musulmans algériens. Au bout de quelques mois, il devient chef de groupe scout. Ensuite, il travaille comme comptable au service du génie civil de Biskra pendant quelques mois, puis s'installe à Constantine et devient un militant très actif du Parti du peuple algérien, le PPA. Il est arrêté après les massacres du 8 mai 1945. Le PPA étant devenu clandestin après 1945, il adhère au mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, MTLD, et devient cadre de l'organisation spéciale OS. Lors du démantèlement de cette structure en 1950, il est de nouveau recherché et condamné par défaut à 10 ans de prison pour menées subversives et activités illégales. En avril 1954, Ben Mehdi est l'un des 9 fondateurs du Comité révolutionnaire d'unité et d'action, le CRUA, qui le 10 octobre 1954 transforme celui-ci en FLN, donc Front de Libération Nationale, et décide de la date du 1er novembre 1954 comme date du déclenchement de la lutte armée pour l'indépendance algérienne lors de la réunion du 25 juillet 1954 dans une modeste villa du Clos Salambier appartenant à l'IS des riches. On lui confie la direction de l'Oranie, Wilaya 5, à partir de 1956, qui est sa première responsabilité. Il l'organise efficacement malgré les difficultés. En 1956, laissant le commandement de la Wilaya 5 à son lieutenant, Abdelhafid Boussouf, il devient membre du Conseil national de la Révolution algérienne, CNRA,
Il est proche des idées d'Aban Ramdan et de Karim Belkacem. Tous morts pendant la Révolution. Engagement dans la bataille d'Alger. Nommé à la tête de la zone autonome d'Alger, la ZAA, il participe à l'organisation des premiers attentats dans la capitale, notamment ceux du 30 septembre 1956, dans l'attentat du Milk Bar. En janvier, le gouverneur général Robert Lacoste lance la bataille d'Alger, confiant au parachutiste du général Jacques Massu les pouvoirs de police dans la zone Alger-Sahel. Larbi Ben Mhidi est arrêté le 23 février 1957 par les parachutistes. La direction de la ZAA passe alors à son adjoint, Yassef Saadi, responsable militaire. Refusant de parler, il est tué par un groupe de soldats français aux ordres du futur général Paul Ozares, dans la nuit du 3 au 4 mars 1957. En 2017, dans une interview au journal Watan, sa sœur Drifa Ben Mhidi estime certain que son frère a été dénoncé par ses compagnons d'armes. Témoignage de Jacqueline Allaire. Dans le documentaire d'Yves Boisset sur la bataille d'Alger, réalisé en 2006, le colonel Jacques Allaire, à l'époque lieutenant, qui avait arrêté Larbi Ben Mhidi en 1957, déclare à son sujet: « Si je reviens à l'impression qu'il m'a faite à l'époque où je l'ai capturé, et toutes les nuits où nous avons parlé ensemble, j'aurais aimé avoir un patron comme ça de mon côté. J'aurais aimé avoir beaucoup d'hommes de cette valeur, de cette dimension, de notre côté. Parce que c'était un seigneur, Ben Mhidi. Ben Mhidi était impressionnant de calme, de sérénité et de conviction. Lorsque je discute avec lui et que je lui disais « Vous êtes le chef de la rébellion, vous voilà maintenant entre nos mains. La bataille d'Alger est perdue. » Et j'extrapolais un peu. La guerre d'Algérie, vous l'avez perdue maintenant. Il dit « Ne croyez pas ça. » Et il me rappelait les chants de la résistance, le chant des partisans. Un autre prendra ma place. Voilà ce qu'il m'a dit. Mais ceci d'une manière sereine, pas ostentatoire. C'est un homme qui est calme, serein. Je ne peux même pas dire qu'il était inquiet. Il avait déjà compris que la page était tournée pour lui. Parce que faire de Ben Mhidi? Que faire de Ben Mhidi? Nous avons d'abord longuement parlé avec le colonel Bijard. Et je dis que Ben Mhidi est un poisson trop gros pour nous. Il faut le rendre. Il faut le donner. Et le reste, ce n'est plus notre problème. C'est à l'échelon supérieur de décider de ce que l'on pourra faire de Ben Mhidi. Ben Mhidi, ça m'a fait de la peine de le perdre. Parce que je savais qu'on ne le reverrait plus. Je suis Baudoré. Je l'ai remis à l'état-major et une équipe qui est venue le chercher. Et c'était la nuit. Et bien que le règlement s'y oppose, je lui ai fait présenter les armes. Parce qu'il faut reconnaître chez son adversaire la valeur et le courage. Et Ben Mhidi était pour moi un grand monsieur. Et d'ailleurs son prénom, dans la résistance, c'était Hakim, qui veut dire le preux. Après, il a été remis à la justice, dans un camp d'internement. Et j'ai appris à travers la presse, les journaux et tous les livres d'histoire que j'ai parcourus qu'il s'était suicidé dans sa cellule le 4 mars. Et ça, c'est le témoignage quand même du colonel Jacques Allaire, qui était lieutenant à l'époque. C'est quand même impressionnant.
de voir quel personnage c'était. Car Jacques Allaire était et devait être son ennemi, mais il admirait quand même, parce que justement, il était exceptionnel. Ensuite, il y a eu les aveux de Paul Ozarès. En 2001, dans son livre Services spéciaux, Algérie 55-57, le général Paul Ozarès reconnaît avoir procédé à l'exécution sommaire par pendaison, maquillée en suicide, de l'Arbi Ben Mhidi, dans la nuit du 3 au 4 mars 1957. Les faits étant commis avec l'assentiment tacite, selon lui, de sa hiérarchie militaire et d'un juge qui aurait lu le rapport sur le prétendu suicide avant que le suicide ait lieu. Le 5 mars 2007, dans un entretien au quotidien Le Monde, Ozarès retrace les dernières heures de l'Arbi Ben Mhidi. Amené d'Alger, dans la Mitidja, dans la ferme désaffectée d'un colon. 6 hommes, dont Ozarès, préparent l'exécution en passant une corde à travers un conduit de chauffage. L'un des hommes joue le rôle de supplicié pour vérifier que tout est au point. Il est monté sur un tabouret, a passé sa tête dans le nœud et regarde les autres, provoquant un fou rire général. Un parachutiste veut bander les yeux de Ben Mhidi. Celui-ci refuse. Le soldat répond qu'il exécute un ordre. Ben Mhidi réplique qu'il est colonel de l'ALN et qu'il sait ce que sont les ordres. Sa demande sera refusée. Il sera pendu les yeux bandés et se taira jusqu'à la fin. Pour le pendre, les bourreaux vont s'y prendre à 2 fois. La première fois, la corde casse. Voilà, c'est une histoire horrible, bien sûr. Alors maintenant, on parle effectivement de la reconnaissance du 1er novembre 2024, 70 ans, jour pour jour, après le début de la guerre d'Algérie. Le président de la République, Emmanuel Macron, reconnaît dans un communiqué la responsabilité de la France dans son assassinat. Pour les hommages, donc c'est un hommage national à l'Algérie. Il est enterré dans le cimetière des Martyrs du cimetière d'El Alia à Alger. En son honneur, Marsa Ben Mhidi, une commune de la wilaya de Tlemcen, porte son nom. Il est de même de l'ex-village Maurice, maintenant sous-préfecture dans la wilaya d'El Taf, qui porte le nom de Ben Mhidi. Il y a une importante artère aussi à Alger qui porte son nom. Il y a eu un film aussi, l'Arbi Ben Mhidi, qui était sorti le 4 mars 2024. Voilà, je tenais à insister et parler un peu plus longuement de lui parce que c'était important, que c'était un personnage, comme je vous ai dit tout à l'heure, assez exceptionnel. Mais aussi, je voulais voir un peu plus de détails par rapport à ça. Donc, on en sait plus sur sa mort, on en sait plus sur les circonstances, on en sait plus sur qui l'a assassiné. Et qui l'a assassiné, j'ai regardé le fameux Paul Ozarès, quand même, lui qui est mort dans son lit, il avait 95 ans. Donc, pour dire, il n'a jamais été sanctionné. La seule chose positive, c'est quand même qu'il a reconnu son crime. Ça n'a pas dû plaire à beaucoup de gens, parce qu'encore une fois, ce genre de crime est caché. Mais comme c'est quelqu'un qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, qui a été donc un combattant en Indochine, donc il a fait partie des paras, comme certains nombres en tout cas, qui ont pratiqué la torture en Algérie. Et en plus, quand il était en Indochine, c'était extraordinaire parce que j'ai découvert qu'il était sous les ordres du lieutenant-colonel de la Bollardière. Or, Bollardière est un être exceptionnel. J'espère que j'aurai peut-être l'occasion de parler de lui parce que c'était militaire
français, effectivement, qui a été contre la torture. Et être contre la torture à cette époque, en étant militaire français, en étant colonel, ben, c'est pas facile, parce que, encore une fois, tout le monde est contre vous dans votre camp. C'est plus facile d'être dans l'autre camp, de se plaindre, mais par contre, se plaindre de son propre camp, euh, ça lui a amené beaucoup de problèmes. Donc, de Bollardière était un héros, et alors qu'aux Arès, je pense que ça a été, voilà, je veux dire que de Bollardière, c'est ça, a fait honneur à la France, ou la France libre, et aux Arès a déshonoré la France en agissant de cette façon-là. Alors pourquoi je parle de déshonneur? Parce que comme il a été héroïque pendant la Deuxième Guerre mondiale, je pense qu'il a fait plein de choses comme résistant et en Indochine, etc. Et donc il a beaucoup de médailles. Mais Pétain aussi était un héros de la Première Guerre mondiale. Il n'a pas empêché qu'il a déshonoré la France. Et donc, il a un certain nombre de croix de guerre de 39-45, de croix de guerre de théâtre des opérations extérieures. Il y a 4 citations: croix de la valeur militaire, croix du combattant volontaire de la résistance, croix de combattant, etc., etc. Donc, il a un certain nombre de médailles. Mais ce que j'ai retenu quand même, qui est quand même une chose un peu positive, c'est il avait reçu la Légion d'honneur. La Légion d'honneur. Et il a été déchu par le président Chirac à la suite des révélations sur la torture. Ça aussi, évidemment, ça n'a pas fait beaucoup de bruit, mais c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'on a considéré qu'il a déshonoré la France. Et ça aussi, c'est une information qui peut un peu consoler euh, la famille de l'Arbi Ben Mehdi. Voilà, c'était un peu long, mais je voulais faire cet éclairage parce que, comme d'habitude, j'aime bien chercher un peu, j'aime bien comprendre, mais ça prend un petit peu de temps. Et puis surtout, je veux pas la première vidéo, j'avais insisté là-dessus, de savoir être reconnaissant par rapport à des événements, etc. Pourquoi je disais ça? Et parce que même le président Macron ne croyait pas qu'il a fait plaisir à tout le monde en agissant comme ça. Il y a des gens en France, une minorité, certainement, n'oubliez pas qu'il y a une grosse communauté de descendance pieds noirs, etc., qui est contre toute reconnaissance des crimes commis en Algérie, etc. Et ces gens-là, ils votent, ils ont des partis. Ah oui, un des trucs qui m'avait aussi, que j'ai trouvé intéressant, c'est que l'avocat de Ozarès, parce qu'il a eu toute une histoire avec la fin d'avoir publié ses livres, etc., c'est Collard, Maître Collard, qui est, comme vous le savez, un homme d'extrême droite. C'est pas un hasard. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quand le président a reconnu cet assassinat à la responsabilité de la France, il ne faut pas dire ah ouais, d'accord, avec tous les crimes qu'ils ont commis, etc. J'ai dit c'est bien, c'est un bon début. Il faut soutenir ce genre de position parce qu'il y a suffisamment de gens qui vont le critiquer et qui vont être furieux parce qu'on parle de repentance, etc., etc. C'est-à-dire les crimes nazis, on aime bien les mettre en avant, etc. Par contre, tout ce qu'il s'agit et des crimes de la colonisation, on n'aime pas trop le mettre en avant. Voilà, donc c'est pas les Français qui sont responsables, c'est un État colonial. Ça, c'est important aussi de faire cette distinction. C'est comme pendant la guerre mondiale, on dit toujours la France de Vichy, on dit pas les Français, même s'il y a eu des collaborations, etc. Mais on dit la France de Vichy parce que justement, on veut euh, dédouaner un peuple, mais vous ne pouvez pas rendre un peuple responsable. Par contre, un système, oui. Et les gens qui s'accrochent à ce système-là. Je veux dire, il y avait une population en France, une population qui avait la nationalité française, ensuite qui se sont appelés pieds noirs, d'autres qui étaient indigènes et qui n'étaient pas des pieds noirs, et qui étaient pour la colonisation, etc., etc. Et c'est cette population-là qui est revenue en 62 et qui s'est réadaptée ici. Et il y a beaucoup de rancœur par rapport à ça. Et cette minorité, elle est agissante. Alors, on n'est pas obligé d'accepter. Ben, de ce côté, il faut faire les choses dans les règles, aussi agir de cette façon-là, communiquer, faire connaître la vérité, voter, etc., etc., exactement comme ils font. Voilà, je pense que j'ai été assez claire, mon état d'esprit, pour que j'ai pu un petit peu vous faire comprendre ce à quoi j'aspirais
en publiant cette vidéo. Ça fait partie d'un ensemble, justement. Donc, encore une fois, je répète, n'hésitez pas à vous abonner, à donner votre avis, à liker, enfin, ou à critiquer, qu'importe, je veux dire, savoir, ce que vous pensez est toujours très intéressant, ou encourageant en tout cas, pour avancer. Merci et à bientôt.